J'étais major de promotion. Mes parents ont manqué ma remise des diplômes pour assister au match de volley-ball de ma sœur. Ils ont dit, tu auras d'autres réussites. C'est son moment à elle. Le proviseur a enregistré mon discours en vidéo et l'a envoyé aux informations locales. Quand la vidéo est devenue virale, les amis de mes parents ont commencé à poser des questions. Je m'appelle Sophia et j'ai 18 ans. Il y a 3 mois, je me tenais derrière le rideau de velours de l'auditorium de mon lycée, ajustant la lourde médaille d'or de major de promotion qui reposait sur ma clavicule. Je regardais à travers l'étroite fente du tissu, fixant le premier rang du public. Les 2 sièges réservés portant le nom de ma famille étaient vides. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de ma mère, Patricia. La circulation sur l'autoroute est terrible, disait le message. Nous avons décidé de faire demi-tour et de nous diriger vers l'université. Chloé a un match amical de volley-ball ce soir. Tu auras plein d'autres réussites académiques à l'avenir, mais c'est son moment de briller. Nous fêterons ta remise de diplôme demain. Ils avaient séché ma remise de diplôme de fin d'études secondaires pour regarder ma sœur aînée jouer un match d'entraînement de pré-saison sans aucune importance. Alors, quand le présentateur a appelé mon nom, je n'ai pas lu le discours que mes parents m'avaient aidé à écrire. J'ai déchiré le papier en 2 et j'ai dit à 3000 personnes exactement qui étaient vraiment Thomas et Patricia. Ce que j'ignorais, c'était que le proviseur Donovan se tenait dans un coin et filmait toute ma confession. Et quand sa vidéo a fait la une des journaux télévisés locaux, les riches amis de mes parents ont commencé à poser des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre, des questions qui ont finalement conduit à une enquête fédérale. Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment précis où j'ai réalisé que ma famille n'était rien de plus qu'une campagne de relations publiques soigneusement orchestrée. L'auditorium sentait la cire pour parquet et les sueurs froides. Le bavardage de milliers de parents et d'élèves résonnait sur le haut plafond. Je me tenais dans les coulisses, tenant 3 pages de papier cartonné impeccable. Le discours que je tenais était un chef-d'œuvre de fausse gratitude. Il remerciait mes parents pour leur soutien indéfectible et leurs sacrifices infinis. Ma mère l'avait relu 2 fois pour s'assurer qu'il reflétait parfaitement ses compétences parentales. J'ai jeté un dernier coup d'œil à travers le lourd rideau rouge. Les sièges réservés à Thomas et Patricia restaient vacants. J'ai relu le SMS de ma mère. Chloé avait 19 ans. Elle était en 2e année d'université, jouait au volley-ball universitaire et maintenait une présence irréprochable sur les réseaux sociaux. Son match de ce soir ne comptait pour aucun classement de la ligue. C'était un match d'entraînement glorifié. Pourtant, mes parents ont jugé qu'un match d'entraînement avait plus de valeur que de regarder leur plus jeune fille prononcer le discours académique le plus prestigieux du district. Je possède un esprit conçu pour l'analyse de données. Je traite les schémas et les variables pour trouver la vérité. Le schéma ici était indéniable. Chloé leur offrait une esthétique glamour dont ils pouvaient se pavaner dans leur country club. Je ne leur offrais qu'une stabilité académique silencieuse. Mes accomplissements n'avaient aucune valeur sociale dans leur monde. Ils voulaient un trophée qu'ils pouvaient photographier, pas une fille qu'ils devaient écouter. Je n'ai pas pleuré. Pleurer exige une attente minimale d'affection, et mes parents m'avaient guéri de cette attente il y a des années. J'ai simplement ressenti une clarté froide et tranchante. Mon nom a été appelé dans les haut-parleurs. Le proviseur Donovan m'a souri depuis le pupitre en bois. Je me suis avancé sur la scène brillamment éclairée. J'ai regardé la mer de visage. J'ai vu des parents fiers tenant des appareils photo et des grands-parents essuyant leurs larmes. J'ai regardé les 2 chaises vides au centre du premier rang. Je me suis approché du microphone. J'ai baissé les yeux sur les 3 pages de mensonges que j'étais censé lire. J'ai saisi les bords du papier cartonné et j'ai déchiré les pages en 2. Le bruit de la déchirure a été amplifié par le microphone, résonnant à travers l'auditorium silencieux. J'ai laissé les 2 moitiés déchirées du papier cartonné volter jusqu'au plancher en bois poli de la scène. Le son du papier déchiré a été capté par le microphone sensible, envoyant un crépitement aigu à travers les lourds haut-parleurs. Je me suis penché en avant, posant mes mains sur les bords du pupitre en bois. Bonsoir, ai-je commencé, gardant une voix neutre et analytique. Les pages que je viens de détruire contenaient un récit fabriqué de toutes pièces. On m'a ordonné de prononcer un discours générique remerciant mes parents pour leur soutien indéfectible et leur sacrifice infini. Mais je possède un esprit conçu pour l'analyse de données et je m'appuie sur des preuves factuelles. La réalité physique dans cette pièce contredit directement ce magnifique récit fictif.
J'ai fait une pause et j'ai pointé mon index directement vers le centre du premier rang. Si vous regardez là-bas, vous remarquerez 2 sièges inoccupés portant le nom de la famille Mitchell. Thomas et Patricia Mitchell ne sont pas coincés dans les embouteillages sur l'autoroute. Ils ne font pas face à une urgence médicale soudaine. Ils sont actuellement à 50 miles d'ici, en train d'assister à un match d'entraînement de volley-ball de pré-saison pour ma sœur aînée, Chloé. Ils ont jugé qu'un match sans importance avait plus de valeur que de reconnaître 12 ans de dévouement académique intense. Ils ont choisi une opportunité de photo pratique au lieu de la remise de diplôme de leur plus jeune fille. Donc, je n'utiliserai pas le temps qu'il me reste pour les remercier. Je remercierai les parents dans cette pièce qui se sont réellement présentés pour leurs enfants aujourd'hui. Et à mes camarades diplômés, j'offre un conseil pratique. Construisez votre propre avenir. Ne gaspillez pas votre énergie à chercher la validation de personnes qui ne prennent même pas la peine d'occuper un siège réservé. J'ai reculé du microphone et j'ai quitté la scène. L'auditorium était d'un silence de mort. Il n'y a pas eu d'applaudissements polis. Il n'y avait que des chuchotements choqués se propageant dans la foule comme une onde de choc. En descendant les escaliers latéraux, j'ai aperçu le proviseur Donovan debout près des lourds rideaux de velours. Il tenait son smartphone fermement à 2 mains. L'icône rouge d'enregistrement sur son écran clignotait dans la pénombre. Il n'a pas essayé de m'arrêter ou de me réprimander. Il m'a offert un unique élan hochement de tête d'un profond respect. J'ai ignoré les fêtes de fin d'études habituelles et les dîners de famille festifs. J'ai contourné les foules de proches en liesse dans le parking et j'ai conduit directement jusqu'à ma maison silencieuse et vide. La résidence des Mitchell était un monument immaculé de richesse superficielle, sol en marbre blanc, plafond voûté et murs tapissés de photographies encadrées de Chloé tenant divers trophées sportifs. Mes récompenses académiques étaient gardées dans un tiroir du bureau à domicile, hors de vue. J'ai sorti 2 grandes valises du placard du couloir et j'ai commencé à emballer mes affaires avec une efficacité mécanique. Je connaissais intimement les schémas de fonctionnement de mes parents. Ils accordaient plus d'importance à leur esthétique publique qu'à l'oxygène. Une humiliation publique de ce calibre exigerait un bouc émissaire immédiat. J'ai refusé d'être en première ligne lorsqu'ils reviendraient de leur excursion de volley-ball. Je n'ai emballé que mes vêtements pratiques, mon ordinateur portable et mes documents personnels cruciaux. J'ai laissé les bijoux hors de prix et les sacs à main de créateurs qu'ils avaient achetés pour s'assurer que j'ai l'air d'une fille riche. Ces articles étaient des accessoires, et j'avais fini de jouer un rôle dans leur production théâtrale. J'ai fermé les sacs à fermeture éclair, j'ai commandé un service de VTC et j'ai laissé mes clés de maison sur le froid îlot de cuisine en granit. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le lit d'amis de l'appartement de mon frère aîné, de l'autre côté de la ville. Mon téléphone vibrait sans relâche contre la table de nuit en bois. L'écran illuminait la pièce sombre, affichant des centaines d'appels manqués et des milliers de notifications provenant de toutes les plateformes de réseaux sociaux. J'ai déverrouillé l'appareil et ouvert mon navigateur. Le proviseur Donovan n'avait pas gardé l'enregistrement pour les archives du lycée. Il avait transféré les images brutes et non montées directement à une présentatrice de journal télévisé local de premier plan qui les avait partagées sur sa page professionnelle. La vidéo s'était enflammée du jour au lendemain. Elle comptait plus de 4 millions de vues. L'algorithme avait poussé ma livraison calme et dévastatrice sur des millions d'écrans. La section des commentaires était un cimetière de l'opinion publique, enterrant la réputation de mes parents. Des inconnus de tout le pays décortiquaient leur rôle de parents, traquant leur profil public et les qualifiant de symboles ultimes du privilège narcissique des banlieues riches. Je suis sorti de la chambre d'amis en tenant mon téléphone. Mon grand frère, Léo, se tenait dans sa cuisine, versant un café noir corsé. Léo s'était éloigné de nos parents des années auparavant, se construisant une vie calme et stable en tant que développeur de logiciels. Il avait déménagé le jour de ses 18 ans après avoir vu Chloé recevoir une voiture de sport flambant neuve alors qu'on lui remettait une demande de prêt pour ses frais de scolarité universitaire. Il m'a tendu une tasse chaude sans dire un mot. Assise au grand îlot de cuisine en marbre, entouré de tablettes lumineuses et d'ordinateurs portables ouverts, se trouvait sa femme, Nia. Nia est une brillante femme afro-américaine qui travaille comme cadre supérieur en relations publiques de crise pour une entreprise de très haut niveau. Elle passe ses journées à sauver des réputations détruites et à gérer des environnements médiatiques hostiles pour des entreprises du Fortune 500. Elle portait un chemisier en soie à la coupe impeccable, ses yeux sombres balayant 3 écrans différents simultanément. Nos parents étaient secrètement terrifiés par son intelligence et par son incapacité à être intimidés par leur richesse. « Tu as cassé Internet, Sophia », a déclaré Nia,
ses doigts tapant rapidement sur son clavier. Les images sont actuellement numéro 1 des tendances à l'échelle nationale. Les émissions matinales locales diffusent des segments sur le favoritisme parental en utilisant ton visage comme vignette principale. Ta prestation était parfaite. Zéro émotion, juste des faits indéniables. Je me suis assise sur un tabouret de bar en cuir. J'ai juste énoncé la vérité, ai-je répondu en buvant une gorgée de café amer. La vérité est une substance hautement volatile entre les mains du public, a noté Nia, un sourire calculateur et tranchant se formant sur ses lèvres. Pile au bon moment, mon téléphone portable s'est allumé sur le comptoir en marbre. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère. Nia a tendu la main, a touché l'écran, répondant à l'appel et activant la fonction haut-parleur. Elle nous a fait signe, à Léo et à moi, de garder le silence. Patricia n'a pas demandé si j'étais en sécurité. Elle n'a pas exprimé la moindre once de regret de m'avoir abandonné le soir de ma remise de diplôme. « Es-tu folle, Sophia » a hurlé ma mère à travers le haut-parleur. Sa voix était perçante et frénétique, résonnant contre le carrelage de la cuisine moderne. Nous sommes en tendance sur les réseaux sociaux pour toutes les mauvaises raisons. Béatrix Harrington vient d'annuler notre match de tennis du week-end et le conseil d'administration du country club a envoyé à ton père un email officiel concernant la conduite de notre famille. Tu nous as humiliés devant tout le district. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Tu nous as fait passer pour des monstres. J'ai fixé l'écran lumineux du téléphone. Je n'ai fait que pointer du doigt des chaises vides, Patricia, ai-je dit, ma voix restant calme et posée. C'est votre absence qui vous a humilié. J'ai juste fourni le microphone. Une voix plus grave et plus lourde a pris le relais sur la ligne. Thomas avait arraché le téléphone à ma mère. Il n'a pas utilisé son charmant personnage de négociateur d'entreprise. Il est passé directement à l'artillerie lourde. Écoute-moi très attentivement, a grondé mon père, son ton dégoulinant d'une froide autorité. Tu vas faire tes valises et rentrer à la maison à l'instant même. Tu vas t'asseoir devant une caméra et tu vas publier un démenti. Tu vas dire au monde que tu étais émotive, que tu as réagi de manière excessive et que nous avons eu un conflit d'emploi du temps inévitable. Tu vas blanchir nos noms. Je ne m'excuserai pas pour vos choix, papa, ai-je répliqué fermement. Si tu refuses de réparer ce désastre de relations publiques d'ici demain midi, je vais à la banque, a menacé Thomas, livrant son ultime ultimatum financier. Je vais geler le fonds en fiducie universitaire de 50 000 $ que ta grand-mère t'a laissé. Le fonds avait été mis en place par ma défunte grand-mère. Elle voyait clair dans les postures financières de mon père. Les 50 000 $ étaient spécifiquement affectés à mon diplôme en analyse de données. Thomas n'en était que le dépositaire légal jusqu'à mon 19e anniversaire. Mais il maniait ce statut de dépositaire comme une arme chargée. Tu comptes sur cet argent pour ton logement universitaire et tes frais de subsistance, a poursuivi mon père. Si tu ne rentres pas à la maison pour lire le script que nous t'écrirons, je te couperai entièrement les vivres. Tu ne verras pas un seul centime de cet argent. La ligne a été coupée. Le silence dans la cuisine semblait lourd. Thomas supposait que la peur financière forcerait ma soumission immédiate. Il pensait m'avoir coincé dans un coin. J'ai regardé Léo, qui serrait sa tasse de café à s'en blanchir les jointures, la mâchoire crispée de colère. Puis j'ai regardé Nia. Nia n'était pas intimidée. Elle était tout à fait dans son élément. Elle a tapoté son ongle verni contre le comptoir en marbre, analysant la menace avec une précision chirurgicale. Une lueur prédatrice a brillé dans ses yeux sombres. Il veut une émission, a murmuré Nia, sa voix basse et stable. Il veut manipuler le récit médiatique, utilisé comme un accessoire pour sauver son adhésion au country club. Il pense avoir tout le pouvoir parce qu'il contrôle le fonds en fiducie. Nia s'est levée, fermant son ordinateur portable principal d'un clic sec et définitif. Elle m'a regardé directement, son expression se transformant en celle du masque concentré d'un commandant sur le champ de bataille. Rappelle-le, Sophia, a ordonné Nia. Dis-lui que tu te rends. Dis-lui que tu rentreras à la maison demain matin et que tu lui donneras exactement l'émission en direct qu'il veut. J'ai froncé les sourcils, confuse par sa stratégie. Si je fais ça, il gagne, ai-je argumenté. Il va jouer à la victime, et je passerai pour une menteuse. Nia a souri. C'était une expression froide et calculatrice qui promettait une classe de maître en destruction publique. Non, m'a-t-elle corrigé. Si tu fais ça,
nous faisons entrer des caméras dans son salon. Et un spécialiste des relations publiques de Chris sait qu'une caméra de télévision en direct est l'arme la plus mortelle sur Terre si tu contrôles secrètement le script. Allons donner à ton père une interview qu'il n'oubliera jamais. J'ai composé le numéro de mon père, gardant mon expression neutre pendant que la ligne se connectait. Je n'ai pas haussé la voix ni offert la moindre inflexion émotionnelle. Je lui ai dit que je retournerais à la maison le lendemain matin et que je participerais à une interview télévisée. Thomas a laissé échapper un souffle sec de triomphe, supposant que son chantage financier avait écrasé ma rébellion sans effort. Il a dicté l'heure exacte de mon arrivée et m'a ordonné de porter une robe classique qui dégageait de l'humilité. Il a raccroché sans dire au revoir. Nia a passé le reste de la soirée assise à son îlot de cuisine, croisant des données de géolocalisation sur les réseaux sociaux et passant au peigne fin des archives numériques. En tant que cadre en relations publiques de crise, elle savait que les personnes fortunées laissent des empreintes numériques partout où elles vont. L'arrogance engendre toujours la négligence. Elle n'avait pas besoin d'un détective privé pour démanteler l'alibi de mes parents. Elle avait seulement besoin d'une connexion Internet stable et d'une compréhension de la vanité humaine. Le lendemain matin, une élégante camionnette blanche de la chaîne d'information, équipée d'une antenne parabolique, était garée dans l'allée circulaire de mes parents. L'émission matinale locale avait dépêché sa meilleure présentatrice, une femme raffinée nommée Sarah, pour mener l'interview exclusive en face à face. J'ai franchi les lourdes portes d'entrée en chaîne avec Nia marchant silencieusement 2 pas derrière moi. Mes parents ne se sont pas opposés à la présence de Nia. Ils ont supposé que ma belle-sœur était là pour m'offrir un soutien moral. Ils sous-estimaient systématiquement quiconque n'appartenait pas à leur tranche d'imposition spécifique. Le salon avait été transformé en un plateau de télévision immaculé. Des installations d'éclairage professionnel illuminaient les meubles en cuir coûteux et les œuvres d'art soigneusement choisies sur les murs. Patricia était assise sur le canapé blanc immaculé, portant un pull en cachemire beige doux, tenant un mouchoir plié. Elle jouait parfaitement le rôle de la mère en détresse et indulgente. Thomas se tenait à proximité, projetant une autorité patriarcale sévère. Quand je me suis assise dans le fauteuil face au canapé, Thomas m'a tendu une seule feuille de papier dactylographié. Lis-la exactement comme c'est écrit, il murmurait, sa voix assez basse pour échapper aux techniciens du son qui testaient les micros. N'improvise pas, Sophia. Tu liras les excuses et nous laisserons ce fâcheux malentendu derrière nous. J'ai pris le papier et je l'ai posé sur mes genoux. Le régisseur de plateau a fait un compte à rebours de 5, levant ses doigts en l'air. La lumière rouge vive d'enregistrement s'est allumée sur la caméra principale. Nous étions diffusés en direct devant des centaines de milliers de téléspectateurs locaux. Sarah, la présentatrice, a commencé le segment avec un ton empathique bien rodé. Elle a encadré la situation comme un conflit familial moderne exacerbé par les pressions des emplois du temps et des réseaux sociaux. Elle s'est d'abord tournée vers ma mère, lui posant une question facile sur la douleur d'être jugée par Internet. Patricia a pressé le mouchoir sec contre le coin de son œil. Ce fut un cauchemar, Sarah, a répété ma mère, sa voix tremblante d'un chagrin synthétique. Nous aimons profondément Sophia. Nous avons été pris dans un terrible problème logistique. L'entraîneur de l'université de Chloé a déplacé son match amical crucial à la dernière minute. Nous avons essayé d'assister aux 2 événements, mais la circulation sur l'autoroute nous a piégés. Nous avons fait le choix douloureux de soutenir notre fille aînée, en pensant que nous pourrions célébrer la victoire académique de Sophia plus tard dans la soirée. Nous sommes humains. Nous avons fait une erreur. La présentatrice a hoché la tête avec compassion, avalant la performance. Elle s'est ensuite tournée vers moi, offrant un doux sourire. J'ai baissé les yeux sur le script dactylographié posé sur mes genoux. Il détaillait des excuses sincères pour mon accès de colère émotionnelle d'adolescente. Il prétendait que j'avais laissé le stress de la remise des diplômes obscurcir mon jugement. Je n'ai pas soulevé le papier. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti une photographie couleur haute résolution imprimée sur du papier glacé. Nia l'avait obtenue à 3 heures du matin depuis le profil public sur les réseaux sociaux d'un sommelier d'élite. Je possède un esprit entraîné à analyser les variables et à identifier les incohérences factuelles, ai-je dit, ma voix projetant une cadence calme et stable à travers l'émission en direct. Hier, ma mère a prétendu qu'ils étaient coincés dans la circulation en essayant de se rendre à un match de volley-ball. Aujourd'hui, elle a répété cette affirmation en direct à la télévision. Mais les données ne mentent pas, et les horodatages non plus. J'ai levé la photographie,
la tournant pour que la caméra principale puisse zoomer sur l'image. La photo montrait Thomas et Patricia debout dans la grande salle de bal du Oak Creek Country Club. Ils tenaient des verres à vin en cristal, riant avec un groupe de riches investisseurs. Une grande horloge numérique sur le mur de la salle de bal derrière eux affichait l'heure exacte. C'était précisément l'heure à laquelle je me tenais sur la scène du lycée pour prononcer mon discours de major de promotion. Mes parents n'ont pas assisté à un match de volley-ball, ai-je déclaré, en m'assurant que chaque mot porte une clarté immaculée. Chloé n'avait pas de match d'exhibition. Ils ont fabriqué une excuse liée au sport parce que cela semblait noble pour le public. En réalité, ils ont séché ma remise de diplôme de lycée pour assister à un événement de dégustation de vin de luxe. Ils ont choisi un bar ouvert et une opportunité de réseautage plutôt que leur propre enfant. La couleur a quitté le visage de Patricia, la laissant pâle et creuse sous son épais maquillage de télévision. La présentatrice s'est penchée en avant, ses instincts de journaliste piratant le segment répété. Elle a fixé la photographie, puis a regardé mon père. Monsieur Mitchell, a insisté la présentatrice, sentant un pic d'audience massif. Cette photographie est-elle authentique? Étiez-vous à un gala au country club au lieu d'un tournoi sportif? Thomas a compris que le piège venait de se refermer. Sa mâchoire s'est crispée et ses yeux ont dardé vers les lourds objectifs des caméras, capturant son humiliation publique en temps réel. Couper la transmission, a-t-il aboyé, abandonnant instantanément son personnage diplomatique. Éteignez ces caméras tout de suite. Cette interview est terminée. Sortez de chez moi. Il s'est précipité vers le caméraman le plus proche, agitant les mains pour bloquer l'objectif. La diffusion a été coupée et remplacée par un écran de difficulté technique, mais les dégâts étaient irréversibles. Des centaines de milliers de personnes venaient de voir un homme d'affaires riche et en vue se faire prendre dans un mensonge flagrant et indéniable orchestré pour couvrir sa propre négligence parentale. L'équipe de presse a emballé son équipement avec une efficacité silencieuse et rapide. Ils ont reconnu un environnement volatile et ont voulu sortir avant que la situation ne dégénère davantage. Les lourdes portes d'entrée ont claqué derrière eux, laissant un silence étouffant dans le grand salon. Thomas s'est retourné lentement. Son visage était d'une nuance cramoisie sombre et dangereuse. Sa respiration était lourde et saccadée. Patricia est restée pétrifiée sur le canapé blanc, fixant le sol. Nia se tenait près de l'arcade, sa posture détendue, son expression irradiant une froide satisfaction. « Tu te crois intelligente, Sophia » a sifflé mon père, réduisant la distance entre nous. « Tu penses que tu peux inviter des caméras chez moi et détruire ma réputation avec une photographie imprimée. Tu viens de signer ton propre arrêt de mort financier. » Il est passé devant moi, se dirigeant tout droit dans le couloir vers son bureau privé. « Je gèle ton fonds en fiducie à la seconde même » a-t-il crié par-dessus son épaule. « Tu ne verras pas un seul centime de l'argent de ta grand-mère. Bonne chance pour payer tes frais de scolarité universitaire quand tu seras complètement ruiné. » Je l'ai suivi dans le couloir. Nia me suivait, ses yeux analytiques captant chaque détail de la maison immaculée. Nous sommes entrés dans le bureau sombre aux panneaux d'acajou. Thomas était déjà assis derrière son grand bureau, martelant de ses doigts le clavier de son ordinateur portable. Il a contourné les portails bancaires standards et s'est connecté directement à la plateforme de gestion de fortune sécurisée où le fonds générationnel était détenu. « Tu veux jouer l'analyste impitoyable » a-t-il craché en cliquant sur la souris avec une force agressive. « Voyons à quel point tu seras analytique quand ton dépôt pour le logement sera rejeté la semaine prochaine. Je transfère la totalité des 50 000 $ sur mon compte de dépôt personnel. On te coupe les vivres. » Je me suis approché du bord du bureau en acajou. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas montré une once de peur. J'ai simplement regardé l'écran haute définition de son ordinateur portable charger le tableau de bord financier. La page s'est rafraîchie. Le résumé du compte du fonds en fiducie est apparu en texte noir gras. J'ai fixé les chiffres. Mes yeux ont balayé les colonnes de données, traitant l'information plus vite que mon père ne pouvait la lire. Le solde disponible actuel n'affichait pas 50 000 $. Le solde indiquait 0 $. Thomas s'est figé, sa main en lévitation au-dessus de la souris d'ordinateur, son index tressaillant. Il a fixé l'écran comme si les chiffres numériques étaient écrits dans une langue étrangère. Je me suis penché au-dessus du bureau, observant le registre des transactions détaillées sous le solde vide. Les fonds n'avaient pas été transférés aujourd'hui.
L'argent n'avait pas été gelé ou transféré vers un compte d'épargne à haut rendement dans un soudain accès de rage parentale. Le registre montrait une série de 5 retraits distincts de $10 000 chacun. Les transactions avaient été initiées en succession rapide. J'ai vérifié les horodatage sur le registre numérique. Le retrait final avait été traité il y a exactement 6 mois. L'argent avait disparu bien avant que je ne déchire mon discours de remise de diplôme. La pièce est devenue incroyablement silencieuse. Le bruit du système de climatisation centrale qui se mettait en marche semblait assourdissant. Thomas a lentement retiré sa main de la souris. Il n'a pas levé les yeux vers moi. Il a gardé les yeux rivés sur l'écran vide, sa respiration devenant soudainement superficielle. J'ai regardé l'homme qui venait de menacer de ruiner mon avenir. Il possédait un salaire d'entreprise à 6 chiffres, une flotte de véhicules de luxe et une adhésion à un country club qui exigeait une cotisation annuelle vertigineuse. Pourtant, son tableau de bord financier privé révélait une réalité terrifiante. « Où est l'argent de ma grand-mère, papa ?» ai-je demandé. Ma voix n'était plus neutre. Elle portait le tranchant aiguisé d'un enquêteur découvrant une scène de crime. Thomas a dégluti avec difficulté. Il a tendu la main et a fermé brutalement l'ordinateur portable, un geste futile pour cacher des preuves que j'avais déjà mémorisées. Il y a eu une erreur d'écriture, a-t-il balbutié, son ton d'entreprise confiant remplacé par la voix chevrotante d'un suspect acculé. La banque a dû réallouer les actifs lors du dernier examen trimestriel. Je passerai un coup de fil au gestionnaire de portefeuille demain. On ne retire pas $50 000 par tranche structurée de $10 000 pour réallouer un actif, ai-je déclaré, décrivant la définition exacte de la structuration financière. On structure les retraits pour éviter de déclencher les seuils de signalement fédéraux. Ce n'est pas une erreur d'écriture. C'est de la dissimulation active. Nia est entrée dans le bureau, s'appuyant contre le lourd cadre de porte en bois. Ses bras étaient croisés. La gestionnaire des relations publiques de Chris venait de se transformer en enquêtrice sur les fraudes d'entreprise. Les hommes riches ne volent pas dans les fonds en fiducie de leurs enfants à moins que leurs comptes principaux ne se vident de leur sang, a observé Nia, son ton conversationnel mais mortel. Que caches-tu, Thomas? Mon père a agrippé les bords de son bureau en acajou. Sortez de mon bureau, a-t-il ordonné, sa voix manquant de toute véritable autorité. Prenez toutes les deux vos affaires et quittez cette maison. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise 2 fois. J'avais les données brutes. J'avais les horodatage. Et je savais que lorsqu'un homme comme Thomas Mitchell en vient à voler sa propre chair et son propre sang, c'est pour tenter de combler un déficit beaucoup plus grand et plus dangereux. Je me suis retourné et j'ai quitté le bureau avec Nia juste à côté de moi. Le drame de la remise des diplômes était terminé. La chasse aux $50 000 manquants venait de commencer. Le trajet de retour vers l'appartement de mon frère fut enveloppé d'un silence étouffant. Nia agrippait le volant en cuir de sa berline, les yeux fixés sur la route. J'étais assise sur le siège passager, regardant la silhouette de la ville défiler derrière la vitre trempée de pluie. Nous n'avons pas discuté de la désastreuse interview télévisée. Nous n'avons pas décortiqué le regard pâle et creux sur le visage de mon père lorsque l'équipe de tournage a remballé son matériel. J'étais déjà en train de traiter la prochaine séquence de variables. Ma grand-mère avait sécurisé ce fonds en fiducie avec un cadre juridique en béton. Briser ce cadre exigeait un effort délibéré et calculé. Un homme comme Thomas Mitchell ne s'expose pas à la friction de briser une fiducie légale à moins d'être acculé par une dette immédiate et pressante. Léo faisait les 100 pas sur le plancher en bois dur de son salon lorsque nous avons franchi la porte d'entrée. Il a jeté un seul regard à mon visage et s'est arrêté. Il connaissait nos parents mieux que quiconque. Il connaissait ce silence spécifique qui suivait leur marque de guerre psychologique. Il a gelé le compte, a demandé Léo, appuyé contre l'îlot de cuisine. Il ne l'a pas gelé, ai-je répondu en posant mon ordinateur portable sur la table à manger. Il l'a vidé il y a 6 mois. Le solde est à 0. Léo s'est détaché du comptoir en marbre, la mâchoire de plus en plus crispée à chaque seconde. Il a attrapé son téléphone, prêt à composer le numéro d'un éminent avocat d'affaires qu'il connaissait de son entreprise de logiciels. Nous l'attaquons en justice, a déclaré Léo, d'un ton dur et intransigeant. Nous allons déposer une demande d'injonction d'urgence. Nous allons assigner ses relevés bancaires et geler ses biens personnels avant qu'il ne puisse cacher les traces écrites. J'ai placé ma main sur son téléphone, le repoussant doucement vers le comptoir. Tu ne peux pas assigner un fantôme, lui ai-je dit.
Si Thomas a sorti 50 000 $ d'une fiducie éducative restreinte, il ne les a pas déposés sur son compte courant principal, il les a fractionnés. Il les a fait passer par un labyrinthe de sociétés écrans pour blanchir la transaction. Un avocat exige une provision et des semaines d'enquête pour trouver cet argent. J'ai seulement besoin d'une connexion Internet. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a illuminé la pièce sombre, projetant une lueur bleu pâle sur la table. Nia s'est approchée et s'est versé un verre d'eau pétillante, tirant une chaise à côté de moi. Elle a reconnu le changement dans ma posture. Je ne jouais plus le rôle de la fille trahie. J'étais une analyste de données regardant une base de données corrompue. Mon père possédait un salaire à 6 chiffres et une arrogance profonde concernant sa propre intelligence. Il croyait que sa richesse créait une forteresse impénétrable autour de ses actions. Mais son hygiène numérique était remarquablement négligée. Pendant des années, il avait forcé toute notre famille à partager un seul abonnement de stockage cloud unifié parce qu'il préférait payer une seule facture mensuelle consolidée. Il l'utilisait pour synchroniser sa tablette, son téléphone et l'ordinateur de bureau de sa maison. Il supposait que je manquais de compétences techniques pour naviguer dans les couches cryptées les plus profondes de ce disque partagé. Il avait tort. J'ai ouvert une fenêtre de terminal et j'ai tapé une série de lignes de commande. J'ai contourné l'interface utilisateur standard et accédé au répertoire racine brute du cloud familial. J'ai isolé le dossier intitulé Archives financières Thomas. À l'intérieur se trouvaient des centaines de relevés bancaires numérisés, de déclarations de revenus et de reçus numérisés couvrant la dernière décennie. J'ai écrit un script Python rapide pour extraire le texte de chaque document PDF de l'archive. J'ai demandé au programme de signaler tout virement sortant dépassant 5 000 $ traité au cours des 8 derniers mois. Le code a été compilé et exécuté. Le curseur a clignoté rapidement alors que le programme passait au crible des milliers de pages d'histoire financière cryptée. 3 minutes plus tard, le terminal a émis un signal. Le script a isolé 5 transactions distinctes de 10 000 $ chacune, a murmuré Nia, lisant les données affichées sur mon écran. Envoyez les mardis consécutifs sur une période de 5 semaines. J'ai mis en évidence les numéros de routage associés au compte de destination. L'argent n'était pas allé à une agence de recouvrement. Il n'était pas allé à une société de capital investissement pour couvrir un mauvais investissement. Le destinataire était répertorié comme une société à responsabilité limitée appelée Elite Collegiate Pathway. Léo a froncé les sourcils, se penchant par-dessus mon épaule. Qu'est-ce qu'Elite Collegiate Pathway? Est-ce un service de tutorat? J'ai ouvert une base de données de registre public et j'ai entré le nom de la société. Les résultats de la recherche ont renvoyé un dépôt de société enregistré dans le Delaware. Le Delaware est tristement célèbre pour permettre aux entreprises de masquer leur véritable structure de propriété. Mais celui qui a mis en place cette société écran spécifique était imprudent. Il a utilisé un agent enregistré dont l'adresse postale physique correspondait à une importante installation sportive du Midwest. J'ai croisé l'adresse. Les coordonnées cartographiques pointaient directement vers le bâtiment du club de supporters des anciens élèves à l'université de Chloé. Je me suis adossé à ma chaise. Les pièces fragmentées du puzzle se sont soudainement alignées, formant l'image d'une fraude académique systémique. Ma sœur Chloé était en 2e année. Elle vivait dans un luxueux appartement hors campus, conduisait une voiture de sport immaculée et maintenait une présence vibrante sur les réseaux sociaux entièrement centrée sur son identité de star de l'athlétisme universitaire. Nos parents se vantaient constamment auprès de leurs amis du country club de sa prestigieuse bourse d'études complète de volley-ball. Ils traitaient sa carrière sportive comme la justification ultime de leur génétique supérieure et de leur éducation irréprochable. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai navigué vers la page web officielle des sports de l'université. J'ai cliqué sur la liste publique de l'équipe féminine de volley-ball. Le visage souriant de Chloé est apparu dans la grille des joueuses. J'ai ignoré sa photo de profil et j'ai fait défiler jusqu'aux données statistiques brutes. J'ai extrait ses journaux de match pour ses saisons de 1e et 2e année. Les chiffres étaient stupéfiants. Elle avait 0 contre, 0 attaque marquante, 0 réception défensive. Son temps de jeu total sur 2 saisons entières s'élevait à moins de 14 minutes. Elle n'était pas une joueuse vedette. Elle était une remplaçante permanente qui ne posait le pied sur le terrain que pendant les dernières secondes de victoire garantie. Elle n'a pas de bourse, ai-je dit. La réalisation s'installant comme une pierre lourde dans la pièce. Nia s'est penchée plus près de l'écran, les yeux plissés. Les bourses sportives sont attribuées en fonction de critères de performance,
Sophia. Ses statistiques sont inexistantes. Elle n'apporte aucune valeur à l'équipe. Elle n'apporte aucune valeur sportive, les jeux corrigés, traçant la ligne de données reliant la société écran à l'université. Mais elle apporte une valeur financière extrême au personnel d'entraîneur. Thomas n'a pas volé mon fonds en fiducie pour payer une hypothèque ou une dette de jeu. Il a utilisé l'argent de ma grand-mère pour soudoyer l'entraîneur de volley-ball. Léo fixait l'écran, la trahison se lisant sur ses traits. Il lui a acheté une place dans l'équipe, a chuchoté Léo. Il a canalisé 50 000 $ dans une fausse fondation sportive pour garantir son admission à l'université et lui acheter un uniforme afin qu'il puisse se pavaner devant leurs amis. Ils ont sacrifié tes études universitaires pour acheter une fausse esthétique à Chloé. L'ampleur de la dépravation du crime était à couper le souffle. C'était un cas d'école de fraude par voie électronique et de corruption fédérale pour l'admission, reflétant exactement les scandales qui avaient envoyé des cadres d'Hollywood et des parents de l'élite riche en prison quelques années plus tôt. Mon père avait utilisé des canaux bancaires interétatiques pour exécuter un pot de vin, volant un fonds en fiducie protégé pour financer l'opération. Nous avons les numéros de routage, a déclaré Nia, sa voix baissant à un murmure dangereux. Nous avons les eurodatages qui font correspondre les retraits de ta fiducie directement au dépôt sur le compte du club de supporters. Nous avons l'empreinte numérique prouvant que Thomas a autorisé les transferts. Nia a attrapé son téléphone, un sourire prédateur revenant sur son visage. Je vais rédiger un résumé de ces découvertes. Nous n'allons pas envoyer cela à un poste de police local. Nous allons envoyer un signalement anonyme complet directement au bureau de conformité de l'Association nationale du sport collégial, NCAA. Ils lanceront un audit fédéral de ce programme de volleyball d'ici vendredi. Avant que Nia ne puisse appeler son contact, l'interphone de sécurité sur le mur de l'appartement de Léo a bourdonné d'un bruit strident et grinçant qui a brisé le silence de notre salle de crise. Léo s'est approché du panneau et a appuyé sur le bouton de la caméra. Le petit moniteur noir et blanc s'est allumé, révélant le hall d'entrée de l'immeuble. Debout devant les portes vitrées verrouillées se trouvait Chloé. Elle avait l'air frénétique. Elle portait des lunettes de soleil de créateur à l'intérieur, tapotant impatiemment le sol en carrelage du hall avec ses bottes en cuir hors de prix. Elle tenait son téléphone à l'oreille, essayant clairement d'appeler Léo ou moi, mais nos téléphones étaient sur silencieux. Nos parents ont envoyé l'enfant chéri, a noté Léo, son pouce planant au-dessus du bouton d'ouverture de l'interphone. Thomas l'a probablement dépêché pour te manipuler. Il sait que tu ne ripostes jamais quand elle joue à la victime. J'ai regardé le moniteur noir et blanc. J'ai regardé les 5 reçus de virements bancaires qui brillaient sur l'écran de mon ordinateur portable. Chloé avait passé sa vie entière à recevoir le butin de la vanité de nos parents pendant que j'absorbais silencieusement leur négligence. Elle s'était bâtie une marque lucrative sur les réseaux sociaux sur les fondations d'une identité sportive volée, financée par l'argent même que ma grand-mère destinait à mon avenir. Fais-la monter, ai-je dit, fermant la fenêtre du terminal sur mon ordinateur portable et ouvrant un document vierge. Léo a appuyé sur le bouton de déverrouillage. Les lourdes portes du hall se sont ouvertes sur le moniteur. Nous avons écouté les engrenages de l'ascenseur grincer pendant que la cabine montait à notre étage. Je n'ai pas ressenti la boule d'anxiété familière qui accompagnait habituellement la présence de ma sœur. Les données m'avaient immunisé contre leur manipulation émotionnelle. On frappa un coup sec qui résonna dans l'appartement. Léo a ouvert la porte. Chloé est entrée d'un pas décidé, apportant l'odeur de parfum cher et d'énergie frénétique dans l'espace calme. Elle n'a pas salué son frère. Elle n'a pas reconnu Nia. Elle a verrouillé son regard directement sur moi. Elle portait un sac à main de créateur flambant neuf suspendu à son épaule. Les ferrures dorées luisaient sous les suspensions de la cuisine. C'était une pièce en édition limitée qui se vendait au détail pour au moins 4 000 $. Supprime la vidéo, Sophia, a exigé Chloé, sa voix portant l'arrogance stridente d'une femme à qui on n'avait jamais dit non. Tu es en train de ruiner ma vie. 2 de mes plus gros sponsors sportifs viennent de suspendre mes contrats parce que ma section de commentaires est inondée de gens qui traitent notre famille de toxiques. Tu as fait ton petit caprice sur scène. Maintenant, répare ça. J'ai regardé le sac de 4 000 $ qui reposait contre sa hanche. Puis j'ai levé les yeux vers son visage. J'étais sur le point de démanteler la seule identité qu'elle n'ait jamais connue. Tu es en train de ruiner ma marque, Sophia, a répété Chloé, s'avançant plus loin dans le salon. Sa voix était aiguë et frénétique,
portant le sentiment de droit désespéré d'une femme qui mesurait sa propre valeur entièrement par les mesures d'engagement en ligne. Elle a fait les 100 pas sur le plancher en bois dur, ses bottes en cuir cher cliquant selon un rythme régulier et erratique. J'ai passé 2 ans à construire mon profil d'influenceuse sportive. J'ai obtenu 3 contrats de sponsoring majeurs de vêtements de fitness, et tu as tout détruit avec une crise de colère de 2 minutes parce que papa et maman ont raté une cérémonie de lycée ennuyeuse. Je suis restée assise à la table à manger. Je n'ai pas haussé la voix ni réagi à son insulte. Je l'ai simplement observée. Elle portait des lunettes de soleil de créateur immaculé posées sur le dessus de ses cheveux méchés. Sa manucure était irréprochable et, suspendue à son épaule droite, se trouvait un sac à main en cuir flambant neuf doté d'un logo doré entrelacé très visible. C'était une pièce en édition limitée issue d'une collection de printemps haut de gamme. « Prends ton téléphone et supprime la vidéo », a exigé Chloé, pointant un doigt manucuré vers moi. Ensuite, tu vas enregistrer une vidéo d'excuses sur ma page. Tu diras que tu étais jalouse de ma réussite sportive et que tu as menti à propos de nos parents pour attirer la sympathie. Si tu répares ça, les sponsors pourraient rétablir mes codes promo. Léo a laissé échapper un rire dur et amer depuis la cuisine. Tu fais irruption chez moi après nous avoir ignorés pendant des mois et tu exiges de ta sœur qu'elle commette un suicide professionnel pour sauver tes faux points internet, a-t-il dit en secouant la tête. Tu es exactement comme Thomas. La ferme, Léo, a sèchement répondu Chloé, tournant son regard noir vers notre frère aîné. Tu n'as jamais compris ce qu'il faut pour maintenir une image publique d'élite. Toi et Sophia, vous vous contentez de rester assis à écrire du code et à regarder des tableurs. Vous ne savez pas comment fonctionne le monde réel. J'ai gardé les yeux fixés sur les ferrures dorées de son nouveau sac à main. Je sais exactement comment fonctionne le monde réel, Chloé, ai-je dit, ma voix basse et analytique plongeant la pièce dans le silence. Par exemple, je sais que ce sac à main spécifique se vend 4 000 $ hors taxe. Je sais aussi que ton principal sponsor sportif a suspendu ton contrat ce matin. Et je sais que Thomas a gelé ses cartes de crédit hier pour se préparer à une soudaine bataille juridique. Donc, les variables mathématiques ne s'alignent pas. Comment as-tu pu te payer un article de luxe de 4 000 $ aujourd'hui? Chloé a croisé les bras sur sa poitrine, un sourire suffisant et supérieur s'étalant sur son visage. Elle a mordu à l'hameçon avec une prévisibilité déconcertante. Elle n'a jamais pu résister à l'occasion d'étaler son statut prétendument élitiste. Je n'ai pas besoin des cartes de crédit de nos parents, et je n'ai pas besoin de sponsors de vêtements bon marché, s'est-elle vantée, son ton dégoulinant d'arrogance. Je suis une athlète universitaire de haut niveau. L'université prend soin de ses joueuses vedettes. Je reçois une allocation sportive exclusive d'une fondation privée. Ils déposent directement les fonds sur mon compte personnel tous les mois pour s'assurer que je puisse maintenir mon style de vie et me concentrer sur mon entraînement. Nia s'est penchée en avant sur sa chaise, ses yeux sombres se plissant. Une allocation sportive, a répété Nia, évaluant les implications juridiques. La National Collegiate Athletic Association a des réglementations incroyablement strictes concernant les paiements directs en espèces aux athlètes amateurs. Une fondation privée ne peut pas simplement remettre à une étudiante de 2e année des milliers de dollars pour acheter des sacs à main de créateurs. Ils le peuvent si tu es une recrue prioritaire désignée, a rétorqué Chloé, sortant son téléphone de sa poche pour prouver sa supériorité. Elle a déverrouillé l'écran et ouvert son application bancaire mobile. Elle voulait nous humilier avec son indépendance financière. Elle a marché vers la table à manger et m'a mis l'écran lumineux directement sous le nez. Regarde le registre, a-t-elle ricané. J'ai reçu un dépôt de 4 500 $ hier après-midi. J'ai gagné cet argent en étant la meilleure joueuse de l'équipe. Tu ne pourras jamais comprendre ce genre de valeur, Sophia. Je n'ai pas scié. J'ai fixé le registre numérique qui brillait sur l'écran de son téléphone. J'ai lu le nom de l'expéditeur inscrit à côté du montant vert du dépôt. L'expéditeur était Elite Collegiate Pathway. J'ai doucement repoussé sa main. J'ai tourné la tête et regardé la fenêtre du terminal toujours ouverte sur l'écran de mon ordinateur portable. Les 5 virements bancaires sortant du fonds en fiducie de ma grand-mère s'affichaient en texte blanc éclatant sur fond noir. Le compte de destination de l'argent volé de la fiducie était exactement la même entité. J'ai relevé les yeux vers ma sœur. Le sourire suffisant était toujours plaqué sur son visage. Elle croyait sincèrement qu'elle était une star. Elle croyait sincèrement avoir gagné cet argent par son travail acharné et son talent sportif.
L'illusion était si profondément ancrée qu'elle ne pouvait pas voir la cellule de prison se refermer autour d'elle. Tu n'es pas une athlète vedette, Chloé, ai-je dit, ma voix portant le détachement clinique d'un chirurgien annonçant un diagnostic fatal. Tu as joué moins de 14 minutes au total en 2 saisons entières. Tu as 0 contre enregistré et 0 réception défensive. Tu es une joueuse de banc. J'apporte une profondeur stratégique, a argumenté Chloé, son visage devenant rouge d'une soudaine colère défensive. L'entraîneur dit que ma présence sur le terrain est inestimable. Ta présence sur le terrain est une transaction financière, les jeux corrigés. J'ai tendu la main et j'ai tourné l'écran de mon ordinateur portable vers elle. Lis la fenêtre du terminal. Chloé a froncé les sourcils, regardant les lignes de données. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, sa voix perdant son côté arrogant. Ce sont 5 virements électroniques totalisant 50 000 $, ai-je expliqué, traçant les chiffres avec mon index. Thomas a autorisé ces transferts il y a 6 mois. Il a vidé le fonds en fiducie éducatif que notre grand-mère m'avait laissé. Il a viré l'argent à une société écran dans le Delaware appelée Elite Collegiate Pathway. J'ai tapoté l'écran de son téléphone. Chloé a regardé les 2 écrans. La couleur a commencé à quitter ses joues. L'esthétique immaculée de sa vie se fracturait en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle chuchoté en reculant lentement d'un pas. Ça veut dire que tu n'as pas de bourse sportive, est intervenu Léo, contournant l'îlot de cuisine pour se tenir à mes côtés. Ça veut dire que notre père a acheté ta place dans l'équipe. Il a soudoyé l'équipe d'entraîneurs en utilisant l'héritage volé de Sophia. Nia s'est levée de table, sa posture irradiant d'une autorité professionnelle. Et c'est bien pire qu'un simple pot de vin, a ajouté Nia. Thomas ne se contente pas de payer l'entraîneur. Il utilise un faux club de supporters exonérés d'impôts pour blanchir les fonds volés de la fiducie et te reverser l'excédent sous le couvert d'une allocation sportive. Il échappe aux impôts fédéraux sur les donations et cache le vol simultanément. C'est un cas typique de blanchiment d'argent et de fraude électronique. Le sac à main de créateur a glissé de l'épaule de Chloé et a heurté le parquet avec un bruit sourd et lourd. Les ferrures dorées ont raclé le bois. Elle ne s'est pas baissée pour le ramasser. Ses mains ont commencé à trembler. Non, a-t-elle haleté, secouant la tête rapidement. Non, c'est impossible. Papa a dit que j'avais gagné ma place. L'entraîneur m'a dit que j'étais une recrue prioritaire. Ils m'ont donné l'uniforme. Ils m'ont donné le casier. Ils t'ont donné un costume, Sophia, erreur de l'orateur original, Chloé, ai-je dit froidement. Ils t'ont déguisé pour nourrir l'ego de Thomas et Patricia. Ils avaient besoin d'une enfant chérie à pavaner au country club, et tu étais prête à jouer le rôle tant qu'ils finançaient ton train de vie luxueux. Mais l'argent s'est épuisé, Chloé. Thomas a tout hypothéqué pour maintenir l'illusion. Quand il a eu besoin d'argent pour maintenir le pot de vin actif, il a volé mon avenir pour payer ton faux avenir. Chloé a regardé le sac à main sur le sol. Elle a réalisé qu'elle ne tenait pas un symbole de statut. Elle tenait une pièce à conviction physique dans une conspiration fédérale de blanchiment d'argent. Tu ne peux le dire à personne, a supplié Chloé, la voix brisée. L'arrogance s'était entièrement évaporée, laissant derrière elle une enfant terrifiée et dépendante. Si l'université l'apprend, ils me renverront. Les sponsors m'attaqueront en justice pour rupture de contrat. Je perdrai mon appartement. Je perdrai tout. Tu as déjà tout perdu, a déclaré Léo, sa voix dénuée de toute sympathie fraternelle. Tu l'as perdu au moment où tu as décidé qu'un match d'exhibition était plus important que la remise de diplôme de lycée de ta sœur. Tu voulais être sous les projecteurs. Maintenant, tu le es. Chloé est tombée à genoux. L'influenceuse sportive sans défaut avait disparu. Elle a tendu la main et a attrapé le bord de ma chaise, les larmes ruinant son maquillage coûteux. Sophia, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, suppliant la sœur dont elle s'était moquée à peine 5 minutes plus tôt. Je ne savais pas que l'argent était à toi. Je jure que je ne savais pas qu'il l'avait volé dans ta fiducie. S'il te plaît, ne signale pas ça. Je te rendrai le sac. Je te transférerai l'argent. Supprime juste les fichiers. Tu es ma famille. Je l'ai regardé de haut. Je me suis souvenu d'être derrière le rideau de velours, tenant mon discours de major de promotion déchiré. Je me suis souvenu des sièges vides. Je me suis souvenu du SMS me disant d'attendre mon tour parce que Chloé avait besoin de briller. Tu n'es pas ma famille, ai-je dit,
portant le coup de grâce avec une précision absolue. Tu es complice de fraude électronique. Et je ne négocie pas avec les criminels. J'ai reculé ma chaise, l'obligeant à lâcher prise. Je me suis levé et me suis éloigné de la table à manger. Chloé est restée sur le sol, pleurant sur son sac de créateur, réalisant que toute son existence était une fiction criminelle. Nia a pris son propre ordinateur portable et s'est dirigée vers l'îlot de cuisine. Elle a ouvert un document sécurisé vierge, ses doigts planant au-dessus du clavier. Je rédige le rapport de conformité en ce moment même, a annoncé Nia, son ton basculant vers la guerre d'entreprise pure. Je rassemble les reçus de virements bancaires, les numéros de routage et les faux registres de dépôt d'allocation. J'enverrai l'intégralité du dossier au comité d'éthique de la National Collegiate Athletic Association, au conseil d'administration de l'université et au bureau fédéral d'investigation, FBI. Nia a commencé à taper. Le cliquetis rapide des touches sonnait comme une horloge qui comptait les dernières secondes de l'empire de la famille Mitchell. Le piège était entièrement tendu. L'enfant chérie était détruite. Maintenant, il était temps de faire s'abattre le marteau fédéral sur l'architecte de toute cette opération. Chloé est restée sur le plancher de l'appartement, ses mains agrippant les lanières de son sac de créateur à 4000 $. Le poids absolu de la destruction judiciaire imminente l'a paralysée. Pendant 19 ans, elle avait flotté dans la vie sur un coussin de fonds volés et de prestige fabriqué. Elle n'avait jamais fait face à une seule conséquence authentique. Maintenant, elle regardait directement en face une conspiration fédérale de blanchiment d'argent, et elle manquait de la résilience psychologique pour l'assimiler. « Lève-toi », a ordonné Léo, sa voix tranchante et dépourvue de toute chaleur familiale résiduelle. « Tu es ici sans y être invité. Prends tes marchandises volées et franchis cette porte avant que j'appelle la sécurité de l'immeuble pour t'escorter jusqu'au trottoir. » Chloé a levé les yeux vers son frère aîné. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son mascara coulait sur ses joues en lignes sombres et déchiquetées. Elle a ouvert la bouche, tentant de formuler une autre excuse ou une autre supplique de miséricorde, mais la froide indifférence dans la posture de Léo l'a réduite au silence. Elle s'est lentement repoussée du sol. Elle ne m'a pas regardé à nouveau. Elle a quitté l'appartement, les épaules affaissées, son esthétique sportive immaculée brisée en un million de morceaux irréparables. Léo a fermé la lourde porte derrière elle et a enclenché le pêne dormant. Le silence est revenu dans la pièce, mais ce n'était plus un silence tendu. C'était le calme concentré d'une salle de crise, se préparant à une frappe finale et définitive. Nia était déjà assise à l'îlot de cuisine, ses doigts volant sur son clavier. « Nous avons les registres financiers et les numéros de routage des virements », a-t-elle déclaré, ses yeux sombres balayant l'écran. Mais les enquêteurs fédéraux traitent des milliers de cas de fraude par an. Si nous voulons qu'ils priorisent Thomas et l'équipe d'entraîneurs de l'université, nous devons leur fournir une intention explicite et documentée. Nous avons besoin de la communication établissant le pot de vin. Je me suis rassise à la table à manger et j'ai tiré mon ordinateur portable vers moi. Thomas est arrogant, ai-je répondu en rouvrant la fenêtre du terminal. Les hommes arrogants documentent toujours leurs propres crimes parce qu'ils ne croient jamais que quiconque est assez intelligent pour les attraper. J'ai contourné les dossiers financiers généraux dans le cloud familial et j'ai lancé une recherche approfondie du système. J'ai ciblé les sauvegardes de mes archivés que mon père gardait synchronisées sur le disque. J'ai écrit une requête spécifique recherchant la correspondance entre Thomas et le département des sports de l'université. J'ai filtré les résultats pour mettre en évidence tout message contenant les mots fondation, allocation ou placement prioritaire envoyé pendant la fenêtre exacte de 5 semaines où mon fonds en fiducie a été vidé. L'algorithme de recherche a traité les données pendant 40 secondes. Un seul dossier est apparu sur mon écran intitulé « Contribution philanthropique ». J'ai ouvert le dossier. Il contenait une séquence de 12 emails échangés entre mon père et un homme nommé Richard Sterling. Sterling était l'entraîneur-chef de l'équipe féminine de volley-ball de l'université. J'ai ouvert le premier email de la chaîne et j'ai lu le texte à voix haute dans la pièce. Thomas avait écrit le message suivant, « Le premier versement de 10 000 $ a été crédité sur le compte de votre fondation ce matin. J'attends que Chloé reçoive son équipement officiel de l'équipe et se voit accorder un accès complet aux installations d'entraînement d'élite d'ici lundi. » J'ai cliqué sur le message suivant détaillant la réponse de l'entraîneur. L'entraîneur Sterling a répondu, confirmant la transaction, la fondation accuse réception de cette généreuse subvention, Monsieur Mitchell. Chloé est officiellement inscrite sur la liste des athlètes actifs. Comme convenu,
nous commencerons à acheminer l'allocation mensuelle de subsistance vers son compte personnel le semestre prochain afin de nous assurer que son mode de vie universitaire est maintenu. C'était un quiproquo flagrant et indéniable. Thomas avait explicitement acheté une place dans l'équipe en utilisant de l'argent volé, et l'entraîneur avait accepté de blanchir une partie de ce pot de vin en la reversant à Chloé sous le couvert d'une bourse sportive. Ils avaient réduit un prestigieux programme sportif universitaire à un marché noir transactionnel. Nia se tenait derrière ma chaise en lisant l'écran. Un sourire froid et prédateur effleura ses lèvres. Ils ont mis toute la conspiration par écrit, a-t-elle murmuré. C'est d'une stupidité à couper le souffle. Exporte ces emails, Sophia. Convertis-les en format de document sécurisé et inaltérable. J'ai exécuté la commande, isolant la chaîne de mails et les reçus de virements bancaires correspondants. J'ai compilé les données dans un seul fichier crypté et je les transféré vers le serveur sécurisé de Nia. Nia est retournée à son poste de travail. En tant que cadre en relations publiques de crise, elle comprenait la mécanique de la panique institutionnelle mieux que quiconque. Elle savait que déposer une plainte classique dans un commissariat local entraînerait des mois de retard bureaucratique. Un inspecteur local remplirait la paperasse et les avocats de l'université enterreraient l'enquête sous des requêtes juridiques interminables. Nous n'allons pas voir la police, a expliqué Nia, en formatant les documents en un dossier exécutif hautement professionnel. Les universités sont des entreprises d'1 milliard de dollars. Elles se soucient de la réputation de leur marque et de leur financement fédéral avant tout. Si vous les forcez à choisir entre protéger un entraîneur corrompu et protéger leur dotation institutionnelle, elles couperont le membre corrompu sans hésitation. Il suffit de leur forcer la main. Nia a rédigé un rapport de conformité foudroyant et complet. Elle n'a pas utilisé de langage émotionnel. Elle a utilisé une terminologie juridique froide et précise. Elle a décrit le transfert frauduleux de 50 000 $ à partir d'une fiducie éducative protégée. Elle a détaillé les numéros de routage exacts de la société écran. Elle a joint la chaîne de mails prouvant que l'entraîneur-chef avait activement participé à un stratagème de corruption à l'admission. Elle n'a pas envoyé le dossier depuis son adresse e-mail personnelle. Elle a acheminé la transmission via un serveur proxy offshore crypté, garantissant que la source reste entièrement anonyme. Elle a adressé le paquet numérique au directeur de la conformité de l'université, au président du conseil d'administration et à un contact spécifique qu'elle entretenait au sein de la division des crimes en col blanc du FBI. Nia a appuyé sur la touche Entrée. L'écran a clignoté, confirmant la transmission. La charge utile numérique s'est évanouie dans le réseau, portant le pouvoir de raser le monde entier de mon père. Maintenant, nous attendons, a déclaré Nia en fermant son ordinateur portable. La bureaucratie avance lentement, mais la panique se déplace à la vitesse de la lumière. La période d'attente a duré exactement 72 heures. J'ai passé ces 3 jours à sécuriser mon propre avenir. J'ai officiellement accepté une bourse universitaire complète pour une prestigieuse université de la côte Est, basée entièrement sur mon portfolio en analyse de données. J'ai obtenu un appartement sur le campus et finalisé mon inscription. Je me suis assuré que ma survie n'était plus liée au compte bancaire de la famille Mitchell. J'étais libre. Le jeudi après-midi, l'onde de choc a finalement frappé. J'étais assise dans le salon de Léo, révisant un projet de codage complexe lorsque le téléphone de Nia a éclaté avec une série de notifications rapides. Elle a pris l'appareil et ses yeux se sont écarquillés d'une véritable admiration professionnelle. L'université n'a pas essayé d'étouffer l'affaire, a annoncé Nia en tournant l'écran vers Léo et moi. Ils ont exécuté le protocole de confinement à la perfection. Nia a appuyé sur lecture sur un flux vidéo en direct d'une chaîne d'information locale. Le directeur sportif de l'université se tenait à un pupitre dans une salle de presse bondée. Il avait l'air pâle et profondément mal à l'aise. Il a lu une déclaration préparée annonçant que l'entraîneur-chef du programme féminin de volley-ball avait été placé en congé administratif immédiat dans l'attente d'une enquête interne et fédérale conjointe sur de graves irrégularités de recrutement. Le directeur sportif n'a pas nommé Chloé directement, mais il a déclaré que plusieurs étudiants athlètes associés à une fondation de supporters frauduleuse avaient été suspendus de l'université et bannis de façon permanente de toutes les installations du campus. Mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un SMS d'un ancien camarade de lycée contenant un lien vers un blog de potins sportifs populaires. Le blog présentait une photographie floue prise par un étudiant journaliste avec son téléphone portable à l'extérieur du centre sportif de l'université à peine 20 minutes plus tôt. La photographie montrait Chloé sortant du bâtiment flanquée de 2 agents de sécurité du campus en uniforme.
Elle portait une boîte en carton remplie de ses affaires personnelles. Sa tête était baissée, cachant son visage aux caméras. L'enfant chéri avait été escorté publiquement hors des lieux, dépouillé de son uniforme, de son faux prestige et de son allocation volée. En l'espace d'une heure, l'empire numérique de Chloé s'est évaporé. Réalisant qu'elle était sur le point d'être inculpée dans une opération de fraude fédérale, elle a paniqué et supprimé définitivement son profil Instagram, sa chaîne de fitness et tous les comptes de réseaux sociaux liés à son nom. L'influenceuse sportive de luxe a cessé d'exister, ne laissant derrière elle qu'une traînée de contrats de sponsoring brisés et de poursuites judiciaires imminentes. La destruction de ma sœur a été rapide et absolue. Mais la véritable cible du rapport de conformité n'avait pas encore fait face à son châtiment. Thomas avait orchestré tout le crime pour protéger sa réputation d'entreprise immaculée et sa position au sein de l'élite du country club. Les conséquences sont arrivées à sa porte le lendemain matin. Il était 10 heures le vendredi lorsque l'interphone de l'appartement de Léo a de nouveau bourdonné. Cette fois, Léo n'a pas pris la peine de vérifier le moniteur de la caméra. Il s'est dirigé directement vers le panneau et a appuyé sur le bouton du haut-parleur. « Qui est-ce » a demandé Léo, sa voix monocorde. Une voix rauque et désespérée a grésillé dans le haut-parleur bon marché. « C'est maman » a pleuré Patricia, le bruit de ses pleurs résonnant dans le petit hall d'entrée. « Léo, s'il te plaît, laisse-moi monter. La police est chez nous. Ils emportent les ordinateurs de ton père. Il a été renvoyé ce matin. S'il te plaît, Léo, nous n'avons nulle part ailleurs où aller. » Je me suis levé de la table à manger. Le dernier acte de l'effondrement de la famille Mitchell avait commencé. Thomas travaillait comme gestionnaire de portefeuille principal dans une société de gestion de patrimoine d'élite. Toute sa carrière reposait sur son devoir fiduciaire de protéger les actifs des clients. Lorsque les enquêteurs fédéraux ont contacté son entreprise au sujet de son implication dans le vol d'un fonds en fiducie familiale protégé et le blanchiment de l'argent par l'intermédiaire d'une fausse organisation caritative, la réponse de l'entreprise a été instantanée. On ne peut pas employer un gestionnaire de patrimoine qui vole dans un fonds en fiducie. La firme l'a licencié sur le champ, a révoqué ses licences en valeur mobilière et lui a interdit l'accès au bâtiment. Léo a appuyé sur le bouton de l'interphone, le maintenant fermement enfoncé. « Vous avez choisi un match de volley-ball plutôt que votre fille » a déclaré Léo, regardant fixement le panneau du haut-parleur. « Maintenant, vous pouvez choisir un avocat commis d'office plutôt que votre fils. Ne revenez jamais dans cet immeuble. » Léo a relâché le bouton, coupant la communication. Il n'a pas ouvert la porte. Il ne leur a offert aucun sanctuaire. Il les a laissés planter sur le trottoir pour faire face à la réalité dévastatrice qu'ils avaient construite de leurs propres mains. Mais la ruine financière n'était que le début de leur punition, car Thomas avait fait une dernière manœuvre désespérée avant que le FBI n'arrive à sa porte. Et cette manœuvre nécessitait un échec et match juridique qu'il n'avait jamais vu venir. 2 heures après que Patricia ait pleuré dans le haut-parleur de l'interphone, une alerte numérique soudaine a retenti sur l'écran de mon ordinateur portable. Le son a fendu la tension silencieuse de l'appartement. J'avais passé la matinée à surveiller le périmètre numérique des actifs restants de mon père. Les autorités fédérales avaient déjà lancé un gel complet de ses profils bancaires principaux et de ses portefeuilles d'investissement d'entreprise. Lorsqu'un criminel en col blanc perd l'accès à ses liquidités numériques, il se tourne inévitablement vers les actifs physiques. Il cherche n'importe quoi à mettre en gage, à vendre ou à échanger pour garantir les honoraires d'un avocat de la défense. J'ai ouvert la notification. C'était un email automatisé provenant d'un important réseau de concessionnaires de voitures d'occasion situé à la périphérie de la ville. L'email était un message standard du service client confirmant un rendez-vous d'évaluation en cours. À mes 17 ans, j'ai passé 14 mois à faire de la saisie de données en freelance et du tutorat en mathématiques avancées. J'ai économisé chaque dollar que j'ai gagné pour acheter une berline fiable. Parce que j'étais légalement mineur au moment de la transaction, Thomas a insisté pour que le véhicule soit immatriculé à son nom. Il a prétendu que c'était une étape nécessaire pour faire baisser la prime d'assurance. J'ai payé la voiture en espèces, mais mon père détenait le titre de propriété légale. J'avais lié mon adresse email personnelle au portail d'entretien du concessionnaire pour suivre les vidanges d'huile et les permutations de pneus. Thomas avait oublié ce lien numérique. Il se tenait actuellement dans le hall d'exposition d'un concessionnaire pour tenter de liquider ma voiture contre de l'argent comptant immédiat afin de financer sa défense pénale. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers Léo et Nia. Il essaie de vendre ma voiture, ai-je déclaré en gardant ma voix plate.
Il a besoin de devises fortes pour engager un avocat avant que l'acte d'accusation fédérale ne soit officiellement décelé. Léo a plissé les yeux, fixant l'adresse du concessionnaire sur l'écran. Le titre est à son nom, a noté Léo, la mâchoire serrée. Légalement, il a le droit de le céder au concessionnaire. S'il sort de cette salle d'exposition avec un chèque de banque, nous ne reverrons jamais cet argent. Nia n'a pas hésité. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro qu'elle connaissait par cœur. Elle n'a pas appelé la police. Elle a appelé l'associé principal du cabinet d'avocats d'affaires qu'elle retenait pour son agence de relations publiques. Elle a parlé en phrases basses et rapides, décrivant une manœuvre juridique spécifique. Lorsqu'elle a mis fin à l'appel, elle a attrapé son trench coat de créateur sur le dossier de sa chaise. « Prends ton manteau, Sophia », a ordonné Nia, ses yeux sombres brillant d'une froide brillance tactique. « Mon avocat nous rejoint chez le concessionnaire dans 20 minutes. Il apporte un notaire mobile agréé et une pile de documents très spécifiques. Thomas pense qu'il peut liquider tes biens pour se sauver. Nous allons lui montrer à quoi ressemble une vraie saisie d'actifs. » Nous avons conduit sous la forte pluie de l'après-midi dans la berline de Nia. Le concessionnaire était une structure massive en verre et en acier entourée de rangées de véhicules polis. Nous nous sommes garés près de l'aire de service et avons franchi les portes coulissantes en verre pour entrer dans le hall d'exposition brillamment éclairé. L'air sentait le cuir synthétique et les produits chimiques agressifs pour le nettoyage des sols. J'ai tout de suite repéré Thomas. Il se tenait près du bureau d'évaluation et se disputait avec le directeur des ventes. Les costumes sur mesure impeccables et l'aura de supériorité de l'entreprise avaient disparu. Il portait une chemise boutonnée froissée. Ses cheveux argentés n'étaient pas peignés. Une fine pellicule de sueur nerveuse recouvrait son front. Il serrait un dossier en papier manie contenant le titre du véhicule, se penchant sur le bureau et exigeant que le directeur accélère la transaction. « J'ai besoin que le chèque soit émis tout de suite », a insisté Thomas, sa voix portant une note aiguë de panique. L'évaluation est terminée. La voiture est en parfait état. Transférez les fonds ou faites le chèque. Je n'ai pas le temps d'attendre un délai de traitement standard. Le directeur des ventes avait l'air mal à l'aise, tenant un presse-papier et essayant de maintenir une distance professionnelle. Monsieur, notre politique d'entreprise exige une vérification standard des antécédents du titre de propriété pour s'assurer qu'il n'y a pas de privilège caché avant que nous n'émettions un paiement de cette taille. Il n'y a pas de privilège, a rétorqué Thomas en claquant sa main contre le bureau. Il ne possède pas la voiture. Ma voix a résonné dans le hall d'exposition silencieux. Thomas s'est figé. Il s'est retourné lentement, ses yeux s'écarquillant en nous voyant, Léo, Nia et moi, debout à 3 mètres de lui. À côté de Nia se tenait un homme grand dans un costume anthracite élégant, portant une épaisse mallette en cuir. Thomas a dégluti péniblement, reculant d'un pas. « Que faites-vous ici » a-t-il demandé, essayant d'insuffler de l'autorité dans sa voix chevrotante. « Vous me suivez. C'est du harcèlement. Je mène des affaires privées. » Je me suis avancé, m'arrêtant à quelques pas de lui. « Vous tentez de vendre un véhicule que j'ai acheté avec mon propre salaire » ai-je répondu, mon ton clinique et détaché. « Vous essayez de me voler une seconde fois parce que votre premier vol a entraîné une enquête fédérale. » Thomas a ricané, regardant le directeur des ventes pour nous congédier. « Ne l'écoutez pas. C'est une adolescente mécontente. Mon nom est sur le titre. L'État me reconnaît comme le seul propriétaire légal. » L'homme au costume anthracite s'est avancé, ouvrant sa mallette en cuir. Il a extrait une épaisse pile de documents légaux imprimés sur du papier fort. Il les a placés directement sur le bureau d'évaluation, couvrant la paperasse du concessionnaire. L'État reconnaît également le concept de détournement de fonds civils et d'abus de confiance, a déclaré l'avocat, sa voix portant l'autorité profonde et résonante d'un avocat plaidant chevronné. Je m'appelle Marcus Vance. Je représente Sophia. Le Bureau fédéral d'investigation, FBI, gère actuellement vos chefs d'accusation de fraude électronique et de corruption universitaire. C'est une affaire fédérale. Mais voler 50 000 $ dans un fonds en fiducie éducatif protégé tout en agissant en tant que dépositaire désigné est un crime au niveau de l'État. Thomas fixait les documents, la couleur restante quittant son visage. Vance a tapoté un stylo en argent poli contre la page du dessus. Il s'agit d'une injonction d'urgence ex parte d'une poursuite civile prête à être déposée devant la Cour suprême de l'État dans les 5 prochaines minutes. Si je dépose ce document, l'État lancera une enquête criminelle distincte sur le vol de la fiducie de Sophia.
Les procureurs de l'État n'offrent pas d'accord de plaidoyer pour les hommes qui volent l'héritage de leurs propres enfants. Vous purgerez une peine dans un pénitencier d'État avant même que votre procès fédéral ne commence. De plus, cette injonction gèlera instantanément la vente de ce véhicule. Thomas a regardé le directeur des ventes, qui avait déjà reculé de 3 pas, ne voulant aucune implication dans une confrontation pour fraude fédérale et étatique. Thomas a regardé Léo, qui se tenait comme un mur de pierre bloquant la sortie. Enfin, il a regardé Nia. « Que voulez-vous » a chuchoté Thomas, la combativité quittant sa posture. Ses épaules se sont affaissées, l'illusion du patriarche intouchable était morte. Nia s'est avancée. « Nous voulons que les comptes soient équilibrés » a-t-elle répondu, sa voix glaciale et précise. « Vous avez volé $50 000 à Sofia. Vous détenez actuellement le titre de sa voiture. Vous et Patricia détenez également environ $60 000 en capitaux propres restants sur votre résidence principale avant que la banque ne saisisse l'hypothèque. » Vance a tiré un document spécifique de la pile et l'a fait glisser vers Thomas. « Ceci est un acte de renonciation » a expliqué Vance. En signant ce document, vous transférerez légalement vos capitaux propres restants dans la propriété résidentielle directement à Sofia et Léo. Vous signerez également le transfert du titre du véhicule, cédant la propriété de la voiture à Sofia. Vous allez remettre les clés tout de suite. Thomas a fixé l'acte de renonciation. Si je cède les capitaux propres de la maison, je n'ai plus rien, a-t-il étouffé, les mains tremblantes. Je ne peux pas m'offrir d'avocat de la défense. La banque prendra la maison d'ici la fin du mois de toute façon. Où Patricia et moi sommes-nous censés vivre? J'ai regardé l'homme qui avait ignoré ma remise de diplôme de lycée pour boire du vin dans un country club. J'ai regardé l'homme qui avait siphonné mon avenir pour financer une fausse esthétique à une sœur qui me méprisait. Vous pouvez louer une simple chambre au-dessus d'une laverie automatique, ai-je dit, prononçant le destin exact qu'il s'était bâti. Vous pouvez rester debout 9 heures par jour pour vous payer les courses de base. Vous pouvez expérimenter la réalité que vous avez méritée. Signe l'acte, Thomas, a ordonné Léo, sa voix résonnant dans le hall d'exposition. Où Monsieur Vance dépose la plainte civile et tu passes la nuit dans une cellule de détention de l'État. Thomas a ramassé le stylo en argent, sa main tremblait si violemment qu'il pouvait à peine saisir le corps en métal. Il s'est penché sur le bureau d'évaluation et a signé de son nom l'acte de renonciation. Il a signé le transfert du titre du véhicule. Il n'a pas lu les petits caractères. Il savait qu'il n'avait plus aucun moyen de pression pour négocier. Une fois les signatures complétées, la notaire mobile s'est avancée. Elle a tamponné les documents avec un clic mécanique lourd, pressant son sceau officiel sur le papier. La transaction était juridiquement contraignante. La richesse restante de la famille Mitchell venait d'être légalement absorbée pour rembourser une dette volée. Thomas a fait tomber le stylo. Il a mis la main dans sa poche, a sorti les clés de la voiture et les a posées sur le bureau. Il n'a pas dit un mot. Il s'est retourné et a marché vers les portes coulissantes en verre. Il est sorti sous la forte pluie sans parapluie, quittant le concessionnaire à pied. Il n'avait plus de voiture. Il n'avait plus de maison. Il n'avait plus de famille. Il était un fantôme marchant vers une tempête d'inculpation fédérale. J'ai pris les clés. Le métal froid semblait lourd et permanent dans ma main. J'ai regardé Léo et Nia. La guerre était officiellement terminée. Nous sommes sortis de la salle d'exposition, laissant les documents signés entre les mains expertes de Vance. Nous nous sommes éloignés du concessionnaire, laissant derrière nous les débris brisés de mon passé sur la chaussée humide. L'air à l'intérieur de la voiture semblait différent maintenant. C'était comme de l'oxygène. C'était comme la liberté. Mais la véritable liberté ne consiste pas seulement à démanteler les gens qui vous ont fait du mal. Elle consiste à construire une nouvelle réalité sur la terre brûlée qu'ils laissent derrière eux. Et la réalité que j'étais sur le point de construire garantirait que mon nom ne soit plus jamais associé à leur disgrâce. Le mécanisme juridique d'une saisie bancaire fonctionne sans la moindre once d'émotion humaine. Il ne se soucie pas de votre ancien statut au country club ou de l'art coûteux accroché à vos murs. 30 jours après que Thomas ait signé l'acte de renonciation sur le bureau d'évaluation, le prêteur principal a initié le protocole final d'expulsion. Je ne me suis pas tenu sur le trottoir pour les regarder perdre leur maison. J'ai suivi le processus par le biais du registre public du comté depuis le sanctuaire tranquille de l'appartement de mon frère. Le registre public détaillait le calendrier exact. Un shérif du comté est arrivé à la résidence Mitchell un mardi matin.
L'officier a scotché un avis d'expulsion jaune vif sur la lourde porte d'entrée en chêne. Thomas et Patricia ont eu exactement 2 heures pour quitter les lieux. Ils n'ont pas engagé de société de déménagement professionnel parce que leur compte de crédit était gelé et leur liquidité entièrement épuisée. Ils ont sorti leurs affaires dans des boîtes en carton bon marché. Patricia a laissé derrière elle son dressing sur mesure et ses canapés en cuir italien importé. La banque a changé les serrures en laiton, en cliquetant de lourds cadenas en acier sur les portails en fer. La forteresse de banlieue immaculée était scellée. La banque a immédiatement mis la propriété aux enchères publiques de saisie immobilière pour recouvrer la dette hypothécaire impayée. Parce que la maison se trouvait dans un quartier très prisé, une guerre d'enchères a éclaté entre 2 promoteurs immobiliers commerciaux. La propriété s'est vendue à un prix très élevé. C'est ici que le piège financier que j'ai tendu a atteint sa conclusion ultime. Lorsqu'une maison saisie est vendue aux enchères, la banque principale extrait le montant exact dû sur l'hypothèque. Tout capital excédentaire restant de la vente est légalement défini comme des capitaux propres résiduels. Ces capitaux propres appartiennent à celui qui détient l'acte de propriété officiel. Thomas a supposé qu'il signait simplement un morceau de papier pour éviter de passer une nuit dans une cellule de détention de l'État. Il n'a pas réalisé la réalité mathématique d'un marché immobilier en hausse. 2 semaines après la vente aux enchères, un virement bancaire certifié est arrivé sur mon compte courant personnel. La notification numérique a illuminé l'écran de mon téléphone pendant que je préparais mes valises pour l'université. Le versement des capitaux propres excédentaires s'élevait à $58 000. J'ai fixé les chiffres verts qui brillaient sur l'écran. L'univers a une méthode profonde pour équilibrer un grand livre corrompu. Mon père avait volé $50 000 dans le fonds en fiducie éducative de ma grand-mère pour soudoyer un entraîneur d'université. Grâce à des manœuvres juridiques précises et à un acte de renonciation, j'ai récupéré chaque centime volé, plus $8 000 d'intérêt. Le fonds en fiducie a été entièrement restauré. J'ai transféré les fonds sur un compte sécurisé à haut rendement, verrouillé sous mon nom et uniquement mon nom. La restauration financière n'était que le prélude au châtiment criminel. Les procureurs fédéraux n'ont pas offert à Thomas un accord de plaidoyer indulgent. Le scandale des admissions à l'université avait touché une corde sensible auprès du public et le département de la justice voulait faire un exemple très visible des parents fortunés impliqués. Le procès s'est déroulé dans un tribunal de district fédéral, entouré d'une forte couverture médiatique. Thomas s'est tenu devant le juge, portant un costume gris mal ajusté acheté dans un magasin discount. Ses cheveux argentés s'étaient considérablement clairsemés. Le cadre d'entreprise arrogant et raffiné avait été remplacé par un homme brisé et terrifié face à tout le poids du gouvernement des États-Unis. Les procureurs ont présenté la trace écrite indéniable. Ils ont affiché les numéros de routage des virements bancaires, l'enregistrement de la société écran et la chaîne de mai détaillant explicitement le pot de vin. L'avocat de la défense n'a présenté aucune preuve contraire car il n'en existait aucune. Le juge a frappé le bloc en bois avec un claquement sec et définitif. Thomas a reçu une peine de 36 mois dans un pénitencier fédéral pour fraude par voie électronique et complot en vue de commettre des actes de corruption. Le juge a également imposé une amende de restitution obligatoire, s'assurant que mon père sortirait de prison avec un revenu futur lourdement saisi. Il a été menotté dans la salle d'audience et escorté par une porte latérale par des US Marshals. Il n'a pas regardé en arrière vers la galerie. Patricia a été laissée seule pour naviguer dans les cendres de leur empire. L'élite du country club qu'elle avait passé des décennies à essayer d'impressionner l'a abandonnée instantanément. Les cercles sociaux fortunés traitent la disgrâce financière comme un virus hautement contagieux. Beatrix Harrington et les autres membres du club de tennis ont bloqué son numéro de téléphone et ont ordonné aux agents de sécurité à l'entrée de lui refuser l'accès. Patricia a emménagé dans un petit appartement d'une chambre située au-dessus d'une laverie commerciale bruyante. Pour payer son loyer mensuel, elle a pris un emploi de caissière dans une épicerie discount locale. Ses mains manucurées sont devenues calleuses à force de manipuler des boîtes en carton et de scanner des codes barres 9 heures par jour. Elle est devenue un fantôme, hantant les allées mêmes des magasins de détail dont elle se moquait autrefois. L'enfant chéri a connu une descente encore plus vertigineuse. Chloé n'avait pas de diplôme universitaire, pas d'éthique de travail fonctionnelle, et aucune compétence monnayable dans le monde réel. Toute son identité était liée à une esthétique sportive qui s'était révélée être un crime fédéral. Les entreprises de vêtements de sport qui la sponsorisaient auparavant ont déposé des plaintes civiles pour récupérer leurs investissements marketing, la laissant crouler sous les dettes personnelles. 3 mois après mon départ,
Léo m'a envoyé un bref SMS contenant une seule photographie. Il s'était arrêté au guichet d'un fast-food à la périphérie de la ville pour acheter un café noir. La photographie montrait l'employé lui tendant le gobelet en papier par la fenêtre coulissante en verre. C'était Chloé. Elle portait une chemise d'uniforme en polyester rigide tachée de graisse de cuisson. Ses cheveux méchés étaient attachés en arrière sous une visière bon marché. Un badge en plastique de travers reposait sur sa poitrine. Les sacs à main de créateurs immaculés et la voiture de sport de luxe avaient disparu. Elle gagnait le salaire minimum, debout sur ses pieds au-dessus d'une friteuse, confrontée à la mouture implacable de la réalité qu'elle avait toujours cru être trop importante pour endurer. Léo a noté que lorsqu'elle a reconnu son visage sur le siège du conducteur, elle a immédiatement baissé les yeux vers le trottoir, les joues brûlantes d'une onde profonde. J'ai supprimé la photographie. Je n'ai ressenti aucune envie de jubiler. Je n'ai ressenti aucune colère persistante. Je n'ai ressenti que l'air calme et pur d'un détachement total. Le cancer de la famille Mitchell avait été excisé de ma vie, et la plaie avait cicatrisé proprement. 1 an plus tard, j'étais assise sur la vaste pelouse verte d'une université d'élite de la Ivy League sur la côte est. Le vent d'automne bruissait dans les feuilles orange vives des vieux chênes bordant la cour. Mon ordinateur portable reposait sur mes genoux, affichant un modèle de données prédictives complexe que j'avais conçu pour un séminaire d'analyse de niveau supérieur. Je m'épanouissais. Mon niveau académique était irréprochable et mon fonds en fiducie restauré garantissait que je serais diplômé sans un seul dollar de dette étudiante. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec un appel vidéo entrant. J'ai accepté la connexion. Léo et Nia m'ont souri depuis l'écran. Ils étaient assis dans leur cuisine moderne et préparaient un rôti du dimanche. Nous avons réservé nos vols pour les vacances de Thanksgiving, a annoncé Nia, les yeux brillants d'une chaleur sincère. Nous avons trouvé un hôtel juste à côté de ton campus. Léo est déjà en train de rechercher les meilleurs restaurants locaux. Nous ne te laisserons pas manger la nourriture de la cantine pour les fêtes. J'ai souri, fermant mon ordinateur portable. Je vous enverrai mon emploi du temps, ai-je répondu. J'ai hâte de vous voir tous les deux. Nous avons mis fin à l'appel. Je me suis adossé au tronc du chêne, regardant les étudiants de l'université se presser sur les allées de briques. La société colporte sans relâche le récit dangereux selon lequel les liens biologiques dictent une loyauté permanente. On nous ordonne de tolérer le manque de respect, d'endurer la manipulation psychologique et de sacrifier notre propre avenir simplement parce que les coupables partagent notre code génétique. On nous dit que la famille est un lien indéfectible, même lorsque ce lien nous étouffe activement. Mon parcours a prouvé que cette idéologie est un mensonge systémique. La parenté de sang est une loterie biologique. Elle n'accorde à personne le droit automatique d'exploiter vos ressources, de voler vos réussites ou d'exiger votre silence. Lorsque les personnes censées vous protéger considèrent votre existence comme un inconvénient ou un compte bancaire, vous avez le droit absolu de couper le cordon. Vous ne devez pas à vos agresseurs une place à votre table. Vous ne leur devez pas d'excuses pour refuser de jouer un rôle de soutien dans leur pièce de théâtre préfabriquée. Fixer une limite infranchissable n'est pas un acte de cruauté. C'est l'acte ultime d'auto-préservation. J'ai tourné le dos à une famille qui vénérait une illusion et j'ai bâti un véritable empire de paix en utilisant les données exactes qu'ils ont essayé d'enterrer. L'histoire que nous venons de parcourir nous laisse 5 lois de survie indéniables. Premièrement, la génétique ne dicte pas la loyauté. Partager un nom de famille est une coïncidence biologique, pas un contrat légal contraignant pour les mauvais traitements. Si les personnes qui vous ont élevé traitent votre existence fondamentale comme un inconvénient pour leur réseautage, vous ne leur devez rien d'autre que votre absence permanente. Deuxièmement, les données sont le grand égalisateur contre la manipulation. Les individus toxiques s'appuient sur le chaos émotionnel et le détournement cognitif, gaslighting, verbal pour maintenir leur contrôle. Lorsque vous supprimez vos réactions émotionnelles et suivez la trace numérique, la vérité se révèle toujours. Une trace écrite immaculée démantèle même les mensonges d'entreprise les plus coûteux. Troisièmement, une esthétique bâtie sur la fraude s'effondrera inévitablement sous son propre poids. Privilégier la perception publique plutôt que le véritable caractère crée un château de cartes très fragile. Lorsque les individus donnent la priorité à une image de country club ou à des mesures sur les réseaux sociaux au détriment de la décence humaine, leur destruction éventuelle devient une certitude mathématique. Quatrièmement, le silence est une arme stratégique très efficace. Lorsqu'on est provoqué, l'instinct humain naturel est de crier et de se disputer, mais crier ne fait que nourrir l'ego d'un agresseur.
Le vrai pouvoir réside dans le fait de rester silencieux, de rassembler les preuves financières et de frapper les fondations structurelles de leur empire sans un seul avertissement. Cinquièmement, l'indépendance financière est la plus haute forme de légitime défense. Les narcissiques utilisent fréquemment l'argent comme une laisse pour forcer une soumission immédiate. Sécuriser vos propres actifs, comprendre vos droits légaux et refuser d'être financièrement lié à des personnes toxiques est le seul moyen de garantir votre liberté.